Ensuite, pourquoi associe-t-on Aphrodite à Héphaïstos? On sait que c'était son époux, alors que c'est pas le plus beau des hommes, hein, des dieux, puisqu'il était il claudiquait, il n'était pas super beau. Alors peut-être que c'était un queutard fini, hein, c'est possible, hein. Mais en tout cas, pour rester dans les lois d'association, c'est parce que c'est celui qui maîtrise le feu, c'est celui qui forge. Héphaïstos en grec, la racine éphair, c'est brûler. Hein, en hébreu, c'est séraph, d'où séraphin, hein, chez les anges qui brûlent. Donc, chez notre ami Héphaïstos, eh bien, il est associé à la flamme, et Vénus l'est aussi, on va le voir de façon astronomique. Hein, c'est lié tout simplement au rapport entre Soleil et Vénus. On a associé aussi Aphrodite à Arès, et là on va voir pourquoi de façon astronomique aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que, c'est pour ça que je vous le dis pour mémoire, ils ont eu des enfants, et on le verra à la fin de la prestation, là ici, ils ont eu Harmonia, hein, c'est une fille, et ça, harmonie, c'est la racine arma en grec, hein, qui veut dire ajuster ses forces, équilibre. Et puis vous avez eu aussi, ils ont eu deux garçons, la terreur et la peur, pardon du peu, hein, Deimos et Phobos. Donc on a vu que Aphrodite était escortée par Eros et Himeros, hein, par amour et désir, et bien Arès est escortée par terreur et peur. Et on va bien voir ensemble que si on n'apprivoise pas l'amour et le désir, dit autrement, si on n'apprivoise pas Aphrodite en nous, eh bien on a affaire à la peur et à la terreur. Pardon du peu. Hein. Ensuite, pour filer, Aphrodite est liée au contexte de l'amour, de la conquête amoureuse. Alors on a tous l'histoire en tête, l'histoire de Troie, lorsqu'il y a ce concours de beauté entre Athéna, Héra et Aphrodite, et que Paris choisit Aphrodite, et que Aphrodite, pour le remercier, lui offre un cadeau, elle l'aime. Hein, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Si je la mentionne ici, c'est pour montrer que d'abord Aphrodite sera du côté des Troyens, ensuite on est toujours dans l'association avec la beauté, avec la gloire royale, hein, puisque Paris est un fils de Priam. Et puis ils auront Vénus va rendre amoureux Anchise, ils auront un enfant Énée, et on sait que Énée est lié à l'histoire de la naissance de Rome plus tard, avec Virgile. Hein. Alors là, je le dis pour celles et ceux à qui je n'ai pas parlé, donc c'est ma faute, à qui je n'ai pas parlé des archétypes. Les archétypes, c'est comme des énergies invisibles qui sont en nous. Les anciens leur ont donné des formes. Et selon les cultures, les énergies prennent plusieurs formes. Pour ne parler que de l'archétype vénusien, hein, de cette énergie, vous l'avez compris, hein, de cette énergie qui coule en nous, qui est la façon de se relier aux autres pour faire de l'amour, c'est-à-dire pour faire d'une énergie positive qui circule, de l'affection ou de la tendresse, il y a du toucher. Eh bien, cet archétype a pris la forme chez les Mésopotamiens, donc je vais dire plus précisément chez les Sumériens, hein, la forme de Inanna, hein, qu'on trouve dans Gilgamesh. Chez les Akkadiens, donc dans la langue akkadienne qui est sémitique, il a pris le nom de Ishtar, on a la porte d'Ishtar à Babylone. Et puis chez les Grecs, il a pris la forme d'Aphrodite, chez les Romains, Vénus. Et certaines de ces formes archétypiques ont été reprises par les chrétiens avec Marie. Alors Marie n'est pas une baiseuse invertébrée comme Vénus, on est bien d'accord, hein, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les images sont égales, pas du tout. Hein. C'est pour vous dire que l'archétype a été investi par des formes qui ont été diverses selon les cultures. Et que ces formes ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes attributs. Mais ce qui relie Marie à Aphrodite, par exemple, c'est que toutes les deux ont un fils qui les a précédés. C'est pas rien, ça. Hein. Et puis, Marie, c'est la consolante. C'est celle à qui on peut confier nos problèmes, chez les catholiques, par exemple, avant d'aller au Christ. Hein. Bon, puis ensuite,
à Marie est associé le symbole de l'étoile, bon, on va le voir, hein, avec Vénus. Parce que Marie, alors voilà, je le dis dans un hymne chrétien du 7e siècle, Marie, Ave Maria Stella, Dei Mater Alma ad quo Cemper Virgo Felix Celi Porta, hein, donc en latin, ça veut dire salut, étoile de la mer, Marie Stella, hein, Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, toi l'âme de la mère de Dieu, Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, qui est toujours vierge, ad quo Cemper Virgo, heureuse porte des cieux, Félix Celi Porta. Donc on a bien cette association entre Marie au Moyen-Âge avec l'étoile, avec la mer aussi. Et on sait qu'Aphrodite, c'est de l'écume. Hein, vous voyez, donc il y a tout un jeu d'associations qui n'explique pas des filiations, il n'y a pas du tout de filiation entre toutes ces déesses, attention, mais il y a des images archétypiques qui ont pris la forme d'un archétype commun. C'est ça que je veux vous dire. Et ça, c'est passionnant de visiter les mythes comme ça, hein, je peux vous le dire. Ça donne du sens aux choses. Hein. Alors, dans le même élan, il se trouve que Vénus, c'est effectivement une planète qu'on voit à la fin du jour ou à l'aurore, le matin. Et chez les anciens, on l'a appelée l'étoile du berger, parce qu'elle guidait les pasteurs et les bergers dans la nuit. C'est aussi celle qui a guidé les mages lorsque dans l'évangile de Matthieu, l'étoile les a guidés à Bethléem pour voir le fils Jésus. Donc vous voyez bien qu'il y a encore une association entre quelque chose qui relève de Vénus, hein, d'Aphrodite, et puis quelque chose qui relève de l'incarnation d'un fils qui précédait. Et puis, dans le livre de l'Apocalypse selon saint Jean, eh bien, Jésus est comparé à l'étoile du matin. À l'étoile du matin, c'est effectivement celle qui brille avant qu'on ne la voit plus depuis la terre et que le jour se lève. Hein. Donc, l'étoile du matin, c'est effectivement un lien avec, non pas Sirius, mais bien Vénus, hein, la planète. Alors là, je vais faire un bond de géant pour expliquer quelque chose qui est délicat, je le sais, hein, donc je le dis à ceux qui sont présents, mais à ceux qui nous écouteront. Il se trouve qu'on a essayé de comprendre, à l'image des mythes, comment notre système solaire s'est formé. Et là, je lance un nom qui a fait des gorges chaudes. Ce monsieur n'est plus avec nous, mais il est nommé par les personnalités de la NASA comme quelqu'un qui a fait avancer la connaissance de notre système solaire. Emanuel Velikovsky est un homme qui a écrit des livres très avant-gardistes dont je vous conseille la lecture, hein, Monde en collision par exemple. Et cet homme, dans les années 50, est élu par les gens les plus avant-gardistes de son temps. Et son livre était sur la table de chevet de Albert Einstein. Et Einstein avait dit à Velikovsky, ce que vous dites, et c'est vrai très déroutant pour nous, mais effectivement rend cohérent notre histoire humaine, puisque Emmanuel Velikovsky montre que certaines planètes dans notre système solaire se sont mises en orbite, mais pendant notre histoire humaine à nous. Et pas notre histoire humaine préhistorique, mais historique. Et il va croiser les informations qu'on a dans les textes anciens, hein, en hébreu, en latin, en grec surtout, avec effectivement une explication de ce qui se passait dans les cieux. Et voilà ce qu'il nous dit. Alors je le fais court, hein. Il nous dit que il est possible, vous entendez, hein, je ne dis pas il est prouvé, il est possible, hein, vous savez que quand on est scientifique, c'est mon cas comme le vôtre, eh bien, quand on est sur des théories, eh bien, on a une échelle des certitudes. Hein. Et quand je suis en conférence sur des données délicates, on me demande, Monsieur Sanchez, sur l'échelle des certitudes, vous placez votre hypothèse à quel échelon? À l'échelon possible, probable, vraisemblable ou prouvé? Et là, c'est plus une hypothèse si c'est prouvé. Et selon ce que je dis,
Ben, je parle de probable ou possible. Et là, dans ce que je vais vous dire, l'hypothèse est possible. Ok? Donc je suis prudent, hein? On se comprend. Emmanuel Velikovsky nous dit que peut-être ce que les anciens avaient vu comme une comète était sorti de Jupiter pour se diriger vers la Terre. Et en se dirigeant vers la Terre, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été frôlé par la queue de cette comète, qui n'était pas encore une planète, et ça explique au XVe siècle avant notre ère toutes les déflagrations qui ont été enregistrées dans les almanachs, les annales des anciennes civilisations. Et c'est vrai que du XVe au XIIIe, les cieux se sont déchaînés. Hein, et c'est l'époque de la formation des dieux chez les Celtes, par exemple. Alors, on a toujours en tête, par le truchement de Jules César, bien sûr, hein, des guerres des Gaules, les Celtes qui ont toujours peur que le ciel ne leur tombe sur la tête, hein, avec le dieu Toutatis. Hein. Et puis, bien sûr, ça a été relégué par Goscinny et Uderzo, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que les anciens n'avaient pas un ciel clément comme que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Et ça rend compte de plein de choses. Par exemple, pourquoi la civilisation mycénienne, minoenne, hittite se sont éteintes d'un coup, sans crier gare. Pourquoi, par exemple, sur le site de Mycène, que je suis allé visiter il y a 15 jours, eh bien, dans les strates de cette vieille ville, on a enregistré des pierres qui avaient brûlé, mais comme jamais un incendie ne pourrait les faire brûler, puisqu'elles avaient fondu. C'est pas un incendie gigantesque qui peut faire ça, il y a quelque chose de plus. Et les hypothèses de Velikovsky rendent compte de cet état. Et que, à ce moment-là, Vénus étant rentrée dans notre orbite, celle qu'on appellera Vénus, eh bien, était menaçante le matin. C'est pour ça qu'ils lui ont donné un nom, ils l'ont apprivoisé. Vous savez qu'on fait comme ça, lorsqu'on a peur de quelque chose, on l'apprivoise en le nommant. C'est comme ça que les dieux naissent. Et celle qui était menaçante le matin, ils l'ont appelée Athéna. Parce qu'elle était sortie, écoutez bien, de la tête de papa, de Zeus, de Jupiter. Et le soir, la comète était plus clémente, et ils l'ont appelée Aphros, Aphrodite. Comme la vague qui s'est écroulée, ça c'est la menace, et après, vous avez l'écume flottant, Aphrodite. Elle n'est plus menaçante. Et il se trouve que lorsque, dit Velikovsky, la planète a trouvé l'orbite que nous connaissons aujourd'hui, eh bien elle n'était plus menaçante pour nous. Elle a gardé son aspect cuivré pendant un certain temps. Les anciens l'ont enregistré, bon, à travers des mythes. Et ayant pris son orbite, elle n'était plus menaçante le matin comme le soir. C'est pour ça que Athéna a été détrônée. Et que dans le Panthéon, Athéna fait partie des déesses, hein, comme Hestia, pour d'autres raisons, qui n'ont pas de planète. C'est pas une erreur. C'est que les choses ont évolué. Voilà ce que nous raconte notre ami Velikovsky, et il dit qu'au 8e siècle a été enregistrée une nouvelle déflagration, puisqu'il y a eu, selon lui, hein, c'est une hypothèse de travail, une collision entre Mars et Vénus, et ce qui explique tout ce que vous voyez écrit ici. Hein. Et en tout cas, ça explique aussi ça expliquerait le fait que le dieu Mars chez les Romains soit si important, avec Saturne. Et puis Vénus est importante chez les Romains, parce qu'elle est à la base avec Énée de la naissance de Rome, pardon du peu. Donc ils ont mis en mythologie, en mythe, ils ont écrit, ils ont engrammé à travers un récit ancien des choses qui les avaient dépassés au niveau astronomique. Voilà ce que nous raconte Velikovsky. Donc, je vous le lance, pas pour que vous l'avaliez, hein, surtout pas, mais que vous puissiez peut-être même lire le livre, comme je l'ai lu, que vous exerciez votre esprit critique, hein, et puis c'est une théorie possible, parmi d'autres théories. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à remonter l'histoire du temps de notre système, et qu'on pourra préciser les choses, mais on n'en est pas là. En tout cas, vous l'avez compris, il y a Athéna la guerrière, celle qu'en grec on appelle la porteuse de lumière, hein, phos, la lumière, phoros, phéro, le verbe phéro, porter, porteuse de lumière, alors que le soir on l'appelle la douce, on l'appelle espéros, c'est-à-dire celle du soir qui a donné Veshpir, je crois en russe, hein, tu me dis si je me trompe, hein, comme on dit le soir en russe, voilà,
Et bien, par contre, en latin, ça je sais, Vesperos a donné Vesper, hein, qui donne les vêpres, hein, chez les chrétiens. Enfin, les vêpres, c'est l'office de la fin de journée.